Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale élection régionale. Et ce soir, c'est Arnaud Lafont qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous un petit peu de votre programme, on va parler de toute cette élection. Mais on va commencer par vous présenter. Arnaud Lafont, vous êtes né le 18 octobre 1975 à Antibes. À quel âge vous êtes arrivé dans la région ? Je suis arrivé dans la région Midi-Pyrénées à l'âge de 5 ans. En fait, mes parents sont originaires de la région Midi-Pyrénées, mais comme beaucoup de jeunes cadres de l'époque, ils s'étaient expatriés pour travail. C'est ce qui fait que le hasard des choses a fait que je suis né là-bas, sur la Côte d'Azur, tout en ayant été baptisé à Luchon. D'accord. Donc finalement, vous gardez de grosses attaches dans Midi-Pyrénées, quoi. Finalement, c'est 5 ans, vous vous souvenez finalement que de ça, quoi. Oui, ma mère est toulousaine, mon père est tarn-et-garonnais, oui. Ouais. Alors, vos études de droit à l'université Toulousain. Oui. Vous avez quelle formation ? Alors j'ai une formation en droit public, puisque j'ai fait une maîtrise de droit public. L'année d'après, j'ai fait à l'époque ce qu'on appelait un diplôme d'études supérieures spécialisées, en droit de l'urbanisme, de l'environnement et de la construction. Et l'année suivante, j'ai suivi des études en diplôme d'études spécialisées en droit fiscal. Et l'année d'après, j'ai été élu maire de Castanet-Tolosan. Voilà, donc de suite, hein, vous finissez à peine, oui. Et vous vous présentez à la mairie. Pourquoi vous êtes présenté ? Je me suis présenté parce que j'avais tout d'abord ce désir bien ancré au fond de moi d'avoir une représentation. Alors j'ai eu à l'université tout d'abord parce que j'étais représentant étudiant de la deuxième année de faculté jusqu'à la sixième, du conseil d'administration de l'université des sciences sociales, au conseil de faculté de droit, au conseil scientifique de l'université. Donc déjà ce désir profond de représentation. Et je l'ai trouvé naturellement dans le prolongement d'un mandat électoral sur la commune de Castanet-Tolosan, où je me suis présenté, sans avoir de grandes chances d'être élu maire, puisque je me présentais face à un homme qui était là depuis 12 ans. Mais le hasard des choses a fait que les électeurs, les habitants de Castanet-Tolosan, ont souhaité changer de municipalité à l'époque. Alors, on va commencer à vraiment comprendre votre parcours. Sous quelle étiquette vous êtes présenté en 2001 ? Alors en 2001, j'avais une liste diverse et variée. J'avais une sensibilité, ou du moins un tampon, qui était celui du centre droit, puisque quand on se présente en Haute-Garonne, en Midi-Pyrénées, face à une liste socialiste, c'est que forcément on n'est pas de ce camp-là, on est de l'autre, donc divers droite à l'époque, adhérent au Parti républicain, donc à l'UDF. Alors, Parti républicain pour commencer, après vous adhérerez au MoDem après les présidentielles. Oui. C'était une suite logique ? C'est une suite logique. Le Parti républicain était une des composantes de l'UDF. Lorsque celui-ci s'est dissous dans la formation de l'UMP à l'époque, en 97. Voilà. L'idée a été de revenir dans ma famille d'origine qui était l'UDF. Et le moment choisi a été celui des élections présidentielles au moment de la création du mouvement démocrate. À Castanet, qu'est-ce qui a fait la différence réellement dans votre élection ? Votre jeunesse peut-être ? J'en sais rien, peut-être une pratique de la politique différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Une politique sans prétention, sans prise de tête, en rapport ou en adéquation avec les besoins des habitants, être toujours présent pour répondre aux problématiques de leur quotidien, qui sont tout aussi importantes que les grandes thématiques nationales qu'on peut aborder au bistrot, comme ça, lorsqu'on se retrouve avec des amis.
Oui, parce que votre adversaire, ça faisait quand même c'était son 3e mandat, quoi. Il briguait son 3e mandat. Oui, tout à fait. Donc il était déjà ancré sacrément à Castanet. Il était ancré, il l'est toujours. C'est mon conseiller général aujourd'hui, avec lequel j'entretiens d'ailleurs les meilleurs rapports, puisqu'on travaille pour les mêmes habitants qui sont ceux de ma ville. Alors, vous étiez le plus jeune maire de France pour une ville de plus de 10 000 habitants. Ouais, je tenais à le dire quand même. Oui. C'est normal. Alors, en 2004, vous faites partie de la liste de Jacques Godefroy pour les régionales. Alors là, il va quand même falloir nous expliquer un petit peu. Jacques Godefroy, pour expliquer un petit peu, c'est un ancien ministre du gouvernement Juppé. Oui. À côté de ça, il y avait aussi une liste UDF. Alors, pourquoi le choisir à lui? Pourquoi choisir à lui? Tout d'abord, l'homme, le personnage, l'élu local qu'il était, maire de Millau à l'époque, m'avait fait cette proposition d'être sur cette liste, qu'il voulait une liste d'ouverture, avec des élus de différentes sensibilités, du centre un peu plus à droite, jusqu'au RPR, et j'ai été séduit par cet homme qui avait une implication dans la vie locale et un homme d'une certaine notoriété ou envergure. Plus d'ailleurs que Michel Valdiguier, qui n'a toute sa vie été que l'adjoint de quelqu'un. Voilà. Donc finalement, vous suivriez plus l'homme que les idées? L'homme et surtout la capacité d'avoir à décider librement des choix. Donc cette capacité, cette autonomie d'avoir à décider librement d'un choix, c'est quelque chose qui m'a séduit à l'époque. Et à contrario, vous l'aurez remarqué aussi, je n'étais pas sur la liste de second tour. C'est ce que j'allais dire, voilà, au second tour, il y a eu fusion entre les deux, oui. Et vous avez décidé de ne pas faire partie de cette fusion. Voilà, puisque une grande constance chez moi est celle de la non-fusion. Voilà, vous le voyez, au niveau des municipales en 2008, mon ancien premier adjoint aurait pu éventuellement venir se rapprocher de ma liste, j'étais contre. Là, il est question également de fusion. Je crois qu'on a intérêt à être clair dans ses idées, et puis quand on a un programme que l'on présente à des électeurs, ce programme il ne supporte pas le moindre amoindrissement entre un premier et un deuxième tour. Ça fait un petit peu tambouille électorale, ça fait cuisine, et je crois que les électeurs ils n'aiment pas tellement ça. Alors un mandat des municipales, visiblement ça marche, puisque ça a marché pour vous à Castanet. Pour les autres mandats c'est un peu plus compliqué, finalement vous vous empêchez de gagner avec ce genre de stratégie, non? Est-ce qu'il vaut mieux gagner seul ou bien alors gagner avec d'autres tout en ayant renoncé à une partie de soi-même? La question elle est là aujourd'hui. Écoutez, je vous laisserai y répondre dans tout cas. Non, je pense que c'est les électeurs qui répondront. Oui. Soit ils voudront un choix clair, autonome et indépendant, le choix du mouvement démocrate, le choix de la liste du centre, la seule liste qui annonce très clairement que aucune fusion, aucune capacité de se mêler ne sera présente au second tour, ou bien alors celles et ceux qui vous jurent les grands yeux qu'ils sont indépendants, mais une fois que le premier tour est passé, sont déjà dans les arrière-coulisses pour négocier des places, des postes ou des directions d'exécutifs. Est-ce que c'est comme ça réellement que vous allez gagner? Je le rappelle, il y a un sondage qui est sorti, vous êtes à 3% aujourd'hui. Il faudrait peut-être changer de méthode là, non? Je vous remercie de me rappeler à cette dure réalité des sondages. En effet, un sondage paru la semaine dernière sur un échantillon représentatif d'à peu près 800 personnes, dont à peu près la moitié n'a pas émis d'opinion, c'est-à-dire 400. Seuls 12 ont dit qu'elles seraient plutôt enclines à voter pour la liste du MoDem conduite par Arnaud Lafont. Bon, on y reviendra tout à l'heure. En 2007, vous avez été cité comme prétendant aux élections législatives dans la 3e circonscription de Toulouse. Vous étiez prêt à affronter Pierre Cohen, finalement? Alors, on est souvent cité, surtout quand on est sur un territoire et clairement identifié comme celui qui fait vivre ce territoire. En effet, j'avais Pierre Cohen sur la 3e circonscription et tout naturellement, mon nom a été proposé pour aller croiser le fer avec lui. Il se trouve que je n'ai pas continuer ou poursuivi dans cette voie pour une raison simple, c'est qu'une élection, quelle qu'elle soit, ça demande du temps, de l'anticipation, du travail, et on ne peut pas faire une élection de manière paisible quand on est désigné une semaine avant le dépôt des listes. C'est vous qui l'avez décidé donc? Oui. Ouais. Donc très, très clairement, parmi tous les autres candidats, Serge Didier par exemple, que vous connaissez particulièrement, lui-même vous avez laissé la place? Alors Serge Didier était un adhérent de l'UMP. J'étais pour ma part au mouvement démocrate. Donc l'UMP et le mouvement démocrate, c'est pas la même formation politique. Bon. En 2008, vous êtes réélu à la mairie de Castanet. Alors ça fait à peu près 51-49. Oui. La première chose que vous avez faite ce soir-là, c'est tendre la main à votre adversaire. C'est votre côté MoDem. C'est mon côté MoDem. À partir du moment où je venais de sortir d'un mandat de 6 années, enfin 7 années puisqu'il avait été rallongé d'1 an,
à partir du moment où je sortais d'un mandat de 7 années et que ma principale adversaire avait comme récrimination le manque de transparence dans les décisions municipales, le manque de participation de la population, lorsque j'ai été élu, il m'a semblé utile et pertinent de lui proposer de venir travailler dans ce domaine de compétences sur lequel elle avait particulièrement reproché à ma municipalité de ne pas avoir été performant. C'est ce qui fait aussi la démarche peut-être du mouvement démocrate ou du moins du centrisme. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, même si ça va vous faire hérisser les poils sur la tête, mais c'est être le président de tous les Français. Vous étiez le maire de tous les Castanéens. Il ne me semble pas que Nicolas Sarkozy ait appelé Ségolène Royal comme Premier ministre. Oui, il en a appelé d'autres. Il en a appelé d'autres. Il a appelé des personnes qui individuellement ont préféré des parcours ou des carrières plutôt qu'à des logiques d'idées ou d'unité de pensée. Alors finalement, vous n'avez jamais perdu une élection aujourd'hui. C'est le point commun que vous avez avec Brigitte Barrège. Pourquoi briguer la région maintenant? Pourquoi? Parce que quand on est européen convaincu, quand on est maire, acteur d'un territoire, l'on perçoit l'importance de cette jeune entité territoriale qui est la région. C'est à mon sens la strate de compétences de demain. C'est celle qui a vocation à organiser les hommes, les territoires, les acteurs économiques et sociaux. Et c'est un échelon de gestion très pertinent dans la région. Vous, qu'est-ce que vous auriez à apporter justement à cette région? Peut-être un regard nouveau, peut-être une autre méthode de travail, celle que j'applique au quotidien en tant qu'élu local. Peut-être un peu de simplicité aussi. Les élus locaux ne sont pas au-dessus des hommes, ils sont avec eux. Ils sont là pour faire les politiques que veulent les hommes, pas les partis. Alors, il y a beaucoup d'abstention dans ce genre d'élection. C'est peut-être parce qu'aussi les Français ne comprennent pas réellement à quoi elle sert. Alors, je vais vous demander de nous expliquer un petit peu. Déjà, quel est le budget réellement de ce conseil régional et qu'est-ce qu'on en fait de ce budget? Alors, si on est parti sur le quiz, le budget, le budget de la région, c'est 1,3 milliard. Ce 1,3 milliard est utilisé essentiellement dans les axes de compétences obligatoires de la région. La région a des compétences obligatoires en matière de transports express régionaux, a des compétences obligatoires en termes de développement économique, a des compétences obligatoires en termes d'entretien, de construction des lycées et de formation professionnelle. Ça, c'est le champ d'intervention obligatoire de la région. Après, heureusement, grâce à ce qu'on appelle la clause générale de compétences, les régions peuvent intervenir dans tout un tas de domaines qu'elles jugent utiles ou pertinents. C'est ce en quoi je suis un opposant de l'actuelle réforme des collectivités locales, puisqu'elle supprimerait aux régions la capacité de se reconnaître compétentes dans les domaines où elles doivent, où elles pensent pouvoir l'être. Voilà. La région, à quoi ça sert? J'ai presque envie de vous dire que bon nombre de Midi-Pyrénéens ne savent pas à quoi sert la région. Et c'est pas faute d'avoir multiplié les jolis papiers glacés, les prospectus, les tracts, le budget communication de la région. On ne sait pas. On ne sait que peu à quoi sert la région. C'est peut-être dû aussi à une certaine pratique du pouvoir. On est élu pour 6 ans. On ne rend pas compte régulièrement à nos concitoyens qui nous ont élus de ce qu'on fait à la région. On n'arrive pas très clairement à identifier un conseiller régional. On ne sait pas où le joindre. On n'a pas son numéro de téléphone, par exemple. Moi, en tant que maire, l'ensemble des habitants de ma commune peuvent m'appeler 24 heures sur 24. Peut-être que cette proximité que l'on a en tant qu'élu local, ça serait peut-être bien de la transposer ou de la transmettre à la région, ce qui ferait qu'on aurait une région plus en phase ou plus directement interconnectée avec les habitants. C'est ce qui fait aussi que nos Midi-Pyrénéens se désintéressent de cette élection. Vous parliez de l'abstention. L'abstention, elle a aujourd'hui une forme, c'est un Midi-Pyrénéen sur 2 qui ne se déplacera pas pour voter, parce qu'il ne sait pas à quoi sert sa région. Mais parmi le Midi-Pyrénéen sur 2 qui ne va pas aller se déplacer, il y a une très très grande différence. Vous prenez par exemple les jeunes, les 18-25 ans. Ce pourquoi normalement la région est primordiale, en termes d'investissement de lycée, en termes de transport, en termes de formation. C'est 2 tiers des jeunes qui ne vont pas aller voter. C'est-à-dire 2 jeunes sur 3 ne veulent pas aller voter, n'ont pas confiance peut-être en un vote démocratique désignant leurs représentants à l'Assemblée régionale. Le vote il est également particulièrement absent chez la classe ouvrière. C'est aussi une classe qui n'ira pas voter.
statistiquement parlant, le taux d'abstention chez les salariés est plus faible que chez les classes supérieures. C'est aussi un signe, un indicateur. Alors la faute à qui finalement? La faute aux politiques qui n'arrivent pas à intéresser les citoyens, la faute aux médias qui n'en parlent pas assez, la faute à qui? Les politiques, je crois qu'ils ne veulent pas forcément détourner les électeurs des urnes, mais à force de faire des promesses dont on sait pertinemment qu'on ne pourra pas les tenir, à force de prendre les électeurs pour des imbéciles à chaque élection, on rase gratis, on promet, le monde sera plus beau, meilleur demain. Les électeurs, les Français et les Françaises, les Midi-Pyrénéens en particulier, n'y croient plus. Et c'est tellement logique. Regardez, prenez aujourd'hui les programmes qui circulent, notamment celui d'un homme qui a été aux manettes pendant 12 ans en Midi-Pyrénées, à croire que demain, il va réinventer ce qu'il n'a pas fait pendant 12 ans. C'est pas crédible. C'est pas audible, donc je comprends à un moment donné qu'il y ait un tel désintérêt, un tel désaveu de la politique. Vous pensez que ça vous touche réellement dans vos votes, Est-ce que ces personnes-là réellement sont des électeurs potentiels du MoDem? Ce ne sont pas des électeurs potentiels du MoDem, ce sont les premiers électeurs du MoDem. Les 18-25 ans, lorsque vous prenez les dernières statistiques telles qu'elles ont été révélées, le premier vote chez les jeunes, chez 18-25 ans, c'est le vote MoDem. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une envie de changer de système politique ou de représentation. Bon, on va en rester sur le mouvement démocrate. Il y a eu une première lors de ces élections, c'est que vous avez été élu. Alors oui, vous étiez tout seul, mais vous avez été élu, vous n'avez pas été désigné. Oui. C'est plutôt bien, ça veut dire que le MoDem s'ouvre un petit peu? Disons, quand on s'appelle mouvement démocrate, c'est bien que l'on pratique la démocratie et que l'on la pratique aussi en interne. Il aura fallu attendre 3 élections quand même. Voilà, mais c'est déjà quelque chose de satisfaisant. C'est une démarche un petit peu nouvelle. Le mouvement démocrate s'est créé à partir d'une vieille formation politique qui était l'UDF, qui avait un autre mode de fonctionnement, qui avait d'autres réflexes. C'est un mouvement qui s'est construit aussi avec une ouverture sur des personnes qui nous ont rejoints à l'époque, puisque maintenant certaines d'entre elles sont déjà reparties, mais un mouvement qui s'était construit avec cette volonté de pratiquer la démocratie en interne. Donc le candidat tête de liste a été désigné par un vote démocratique, et les candidats tête de liste de chaque département ont également été désignés par un vote démocratique. Alors on sent aussi une envie de renouvellement. Par exemple, vous avez pris aucun conseiller sortant. Pourquoi? Alors, j'en ai approché quelques-uns. Conseillers régionaux sortants, UDF. Certains d'entre eux avaient fait le choix de l'UMP. Catherine Corrège, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, est sur la liste de l'UMP. D'autres ont décidé de ne pas se représenter à cette élection. D'autres, enfin, ont essayé de grappiller ou de chercher une place éligible en allant frapper à la porte de Madame Barège, qu'elle n'aura pas ouverte d'ailleurs, je ne crois pas. Donc, aucun d'entre eux ne s'est porté candidat à la candidature sur cette liste du mouvement démocrate. Alors, liste plutôt jeune, finalement un petit peu à votre image. Quel est le point commun entre toutes ces personnes finalement? S'il y en a un. La méthode. Le seul point commun qu'il y a entre l'ensemble des colistiers de la liste du centre Midi-Pyrénées en Action, c'est cette volonté, à un moment donné, de se mettre autour de la table, d'échanger nos points de vue, même si on n'a pas forcément les mêmes. On échange, on débat, on choisit une position, on vote, et une fois que cette position est tranchée, on l'applique. Ça doit être long les réunions chez vous, non? Oh oui, c'est très long, mais c'est très enrichissant. Alors, CAP 21 vous a rejoint Alors sur cette liste. Alors ça c'est quoi? C'est un bon coup politique? C'est une belle rencontre? Alors CAP 21 nous a rejoint de manière pas tout à fait innocente. CAP 21 est un parti cofondateur du mouvement démocrate. Donc l'UDF était cofondateur, CAP 21 était cofondateur. Il se trouve que les relations entre François Bayrou et Corinne Lepage ne sont pas tous les jours très bonnes. Maintenant, je vous rappelle qu'en 2002, ma signature de maire, j'avais donné à Corinne Lepage pour se présenter à la présidentielle. En 2007, c'était pour François Bayrou, mais en 2002, c'était Corinne Lepage. J'ai également sur cette liste du centre en Midi-Pyrénées bon nombre de personnes qui viennent de CAP 21, qui sont adhérentes de CAP 21. Alors CAP 21, c'est un petit peu particulier. C'est une formation politique avec une représentante régionale qui est sur la liste de l'UMP et un représentant départemental qui tracte en ce moment pour Europe Écologie.
Donc c'est un petit peu confus. Au demeurant, l'ensemble des adhérents de Cap 21 sont eux sur la liste du centre pour ces élections régionales. Alors comment ils sont réellement arrivés sur votre liste? Parce que à la base ils étaient plutôt du côté de Brigitte Barège quand même. Non, non, non. Les Cap 21 sont à l'origine un mouvement écologiste indépendant, cofondateur du mouvement démocrate, mais certains d'entre eux, à l'époque, avaient renoncé à cette couleur Cap 21 pour aller à l'UMP. Non mais je parle pas de cette époque, moi je parle du début de la campagne là. Oui. Au début de la campagne, c'était plutôt du côté de Brigitte Barège. Alors vous voulez parler certainement de Pierre Cabaret, Par qui exemple. est cofondateur historique de Cap 21 et qui est également... qui a été déçu de ce que Brigitte Barège a pu faire, notamment au niveau de l'UMP, puisqu'il y avait un programme bien établi qu'elle a un petit peu chamboulé, et c'est pour ça qu'il est parti vers chez vous. Il n'y a pas d'écologie. Dans le programme de Brigitte Barège, que j'ai eu l'occasion un petit peu de feuilleter, comme tout citoyen, je regarde un petit peu l'offre politique du moment, il n'y a pas d'approche écologique dans tous les domaines d'action qu'elle propose. C'est ce en quoi Pierre Cabaret a décidé de nous rejoindre, parce que lorsqu'il a vu notre programme, il a dit, ben voilà, je me reconnais plus dans cette formation politique qui n'est pas la mienne, mais du moins dans cette proposition de liste qui est faite pour Midi-Pyrénées, plutôt que dans celle de Madame Barège. Il est dans une bonne place? Il est 7e sur la liste Midi-Pyrénées en action. Quel est votre objectif pour le premier tour? On a parlé tout à l'heure des sondages. Bon, je le rappelle, hein, je sais que ça fait mal, mais 3% au niveau des objectifs réellement. Ne me dis pas que c'est gagné, mais l'objectif réellement. Alors, ce qui est bien, c'est que si on a 3%, c'est qu'on a encore une marge de progression importante. Je vous rappelle, François Bayrou faisait 20% il y a de cela 2 ans à l'élection présidentielle. L'un des plus forts votes Bayrou en France, c'était en Midi-Pyrénées. Je n'ose pas croire, je ne veux pas croire que cette capacité d'offre politique nouvelle se soit restreinte à 3%. Donc il faut chercher à un moment donné à qui profite le crime. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de 20 à 3%? C'est peut-être qu'on n'a pas été suffisamment crédible, ou peut-être pas suffisamment entendu, ou bien alors peut-être que nos Midi-Pyrénéens voient dans une autre liste cette capacité de renouvellement alternatif à l'UMP et au Parti Socialiste. Je crois que si on va un petit peu plus loin dans l'analyse du sondage, on s'aperçoit qu'un Europe Écologie donné à 17%, c'est peut-être quelque chose qui doit nous interpeller à nous, Mouvement démocrate. C'est eux qui vous prennent les voix? C'est eux qui représentent peut-être une offre politique nouvelle. Mais je dis bien ne faire que représenter. Parce que dans les faits, Europe Écologie, ce n'est ni plus ni moins que les Verts. Et l'on sait que les Verts, ce n'est ni plus ni moins qu'un supplétif au Parti Socialiste. Donc c'est un choix d'indépendance apparente, sous couvert d'écologie, regroupant un cartel de personnes qui ne pensent pas forcément la même chose en matière écologique, mais qui en tout état de cause font le choix de se rallier au Parti Socialiste au 2e tour. Voilà, à la présidentielle, quand François Bayrou a fait un très très bon score, c'est qu'il incarnait justement ce 3e homme, cette 3e voie. Oui. Là aujourd'hui, vous l'incarnez plus. C'est Europe Écologie qui arrive à l'incarner. Disons qu'on est en passe difficile. Nous sommes, comme qui dirait, au creux de la vague. Reste à savoir si nous allons être embarqués avec la lame de fond ou pas. L'objectif est pour nous de continuer notre travail de terrain quotidien, d'expliquer ce en quoi le vote Mouvement démocrate est un vote différent du vote classique qu'on a l'habitude de voir pour cette élection-là. Bon, quoi qu'il arrive, il va falloir quand même essayer de peser au second tour. Alors, bien sûr. On va pas parler de sondage ou de chiffres, mais que vous mainteniez ou qu'il y ait des routes, au second tour, vous allez faire quoi? Au second tour, comme tout citoyen, j'irai voter. Oui, non, mais pas vous, le Modem. Et j'inviterai bien évidemment tous les personnes qui ont voté Modem au premier et au 2e tour à le faire. Mais allez voter pour qui? Je crois que j'ai pas de consigne de vote à donner plus que cela. Chacun est libre de son vote, mais j'aimerais pas faire le second tour avant le premier. On est à 15 jours du premier tour. Je pense, par rapport aux intentions de vote des Midi-Pyrénéens, 2 tiers d'entre eux ne savent toujours pas pour qui ils vont aller voter. Alors qu'est-ce qui vous manque pour arriver au moins à 5?
Peut-être d'être entendu. On a une campagne qui est difficile, on a des antennes médiatiques, d'ailleurs, je vous remercie de votre invitation, mais nous avons des antennes médiatiques qui sont quand même relativement fermées. Premier débat politique sur une chaîne nationale, France 3 Sud, programmé à minuit. Deuxième débat, programmé à 11 h du matin. Il n'y a pas de réelle volonté éditoriale de la part des médias nationaux d'avoir un intérêt à parler de cette campagne régionale. Bon, là, pour le coup, c'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est pareil pour tout le monde. Alors, un média sur lequel c'est pas pareil pour tout le monde, c'est notre quotidien préféré. Celui que nous avons tous à lire dans la région Midi-Pyrénées. La Dépêche du Midi, pour pas le citer. Voilà. Bien qu'il en existe beaucoup d'autres, hein, le paysage de la presse écrite est très très riche en Midi-Pyrénées. Mais celui qui est le plus lu, c'est encore la Dépêche du Midi. Quand vous prenez votre ordinateur, vous tapez en l'occurrence sur Google le nom du président de région sortant, celui-ci a été, on va dire, cité 400 ou 500 fois durant le mois. Celui de ses principaux concurrents n'a été cité qu'un dixième de fois que celui a été cité. Donc là, vous êtes d'accord avec Brigitte Barège, c'est le journal de campagne de Martin Malvy? Je ne suis pas toujours d'accord avec mes concurrents, mais par rapport à un constat objectif, sans porter de jugement de valeur, on peut quand même considérer que le traitement n'est pas équitable par rapport à cette presse écrite. Mais la presse écrite a sa liberté éditoriale, elle fait ce qu'elle veut. Et ce n'est pas parce que le patron de la Dépêche du Midi est par ailleurs patron d'une formation politique qui est fait alliance avec le président de région sortant qu'il faut le récriminer, c'est son choix. Je constate simplement qu'il est beaucoup plus difficile pour nous d'exister médiatiquement dans cette région Midi-Pyrénées. Est-ce que le MODEM finalement est fait pour réussir dans ces élections locales? Je parle aux législatives, je parle aux régionales. Est-ce que finalement c'est pas un parti qui a été fait par Bayrou et pour Bayrou? C'est un peu difficile d'exister, surtout dans un scrutin, surtout dans des scrutins à deux tours, avec une très faible dose de proportionnel. Là, c'est pour les régionales. Pour les législatives, là, on est sur un scrutin majoritaire à deux tours, présidentiel aussi. Peut-être que c'est le mode de scrutin dont nous appelons qu'il arrive à une certaine dose de proportionnel. C'est peut-être ce nouveau mode de scrutin qu'il nous faudra inventer. Mais en l'état actuel des choses, moi, ce qui m'interpelle, c'est que un Midi-Pyrénéen sur deux, avec le mode de scrutin actuel, ne sera pas représenté à l'Assemblée régionale. C'est quelque chose qui peut interpeller. Je pense qu'un système démocratique normal et ouvert doit permettre une représentation de toutes celles et ceux qui ont obtenu des suffrages à une élection. Alors, juste pour en terminer avec cette partie, s'il y a réellement des routes pour le MODEM, est-ce que ça pourrait être une des dernières élections pour le MODEM? Parce qu'à force de ne pas se faire rembourser la campagne, il va manquer d'argent peut-être. Je ne le crois pas, je ne le pense pas. D'abord, vous aurez remarqué certainement que nous avons une campagne qui est relativement sobre par rapport à toutes les autres formations politiques. Même ceux qui sont pour le développement durable et l'environnement n'ont jamais autant inondé la région de morceaux de papier. Bon, nous avons une campagne sobre, nous avons investi le strict minimum, mais au-delà du remboursement, la survie du mouvement démocrate, pour moi, ne fait aucun doute. Nous avons un message qui est différent de celui des autres, nous comptons bien le porter à cette élection et aux suivantes. Monsieur Cabrolier me disait, un parti politique ne meurt pas d'argent, il meurt du manque d'idées. Vous avez encore des idées? J'ai pas envie de le citer dans le texte, mais les idées du mouvement démocrate sont très claires, très affichées, donc moi ça ne me pose aucun état d'âme de vous en parler. Bon, avant de passer justement à votre profession de foi, on va éplucher un petit peu tout ça. Mais d'abord, je vais vous poser 3 questions. J'ai posé déjà ces 3 questions à Gérard Onesta, à Brigitte Barège, et je les poserai aussi à Martin Malvy. Voilà, des réponses assez courtes. La première, vous voyez de quel œil la suppression de la taxe professionnelle? Je la vois de l'œil du chef d'entreprise tout d'abord. Pour un chef d'entreprise qui investit dans un outil de production, c'est une bonne chose de ne pas avoir son outil de production qui est taxé. Parce que c'est grâce à l'outil de production qu'on arrive à faire les emplois. En tant que maire maintenant, je la vois d'un mauvais œil, bien évidemment, puisqu'elle nous prive d'une ressource qui est compensée par une taxe sur la valeur ajoutée, mais ne nous permettant pas d'avoir une autonomie dans le vote des taux et dans les recettes que l'on va engranger.
Donc c'est plutôt une bonne chose pour les entreprises, suppression de la taxe professionnelle, c'est une mauvaise chose pour les collectivités locales. Deuxième question, doit-on faire un axe autoroutier entre Toulouse et Castres? Bien évidemment. Il faut une liaison routière entre Castres et Toulouse. Comment envisager à un moment donné qu'une partie de notre territoire régional ne soit pas desservie de manière convenable en transport routier? Ceux qui vous disent le contraire, ceux qui ne veulent mettre que des pistes cyclables ou des trains sont de joyeux rêveurs. À un moment donné, l'aménagement du territoire, c'est des routes. Et quand on a une région qui est la plus vaste région de France, il faut savoir s'accommoder de voies routières. Alors la problématique qui se pose est celle du comment financer cette route. Et se demander à quoi elle sert finalement, parce que 10 minutes de gagner entre Toulouse et Castres, oui, ça c'est... selon les études en tout cas qui sont sorties, est-ce que ça vaut vraiment les 15 € aller-retour? Alors c'est un point de vue, c'est une vue de l'esprit à un moment donné, que de dire que ce n'est que 10 minutes de gagner. Parce que dans ce cas, je vous rétorquerai, pourquoi investir autant sur la ligne grande vitesse qui va relier Toulouse à Paris, sachant que ça ne sera que 3 heures de gagner. La notion, non mais attendez, la notion du temps, elle est très fluctuante. Moi, ce dont je vous parle, c'est de l'aménagement du territoire. Il me paraît indispensable, quand on est la région Midi-Pyrénées, d'offrir la même qualité de desserte en transport d'un endroit à l'autre de la région. J'étais à Auch la semaine dernière, vous voyez, Auch n'est toujours pas desservie de manière routière satisfaisante par rapport à Toulouse. Il y a une 2 fois 2 voies qui va à Auch, qui est oui, assez satisfaisante par rapport au nombre de personnes qui l'empruntent tous les jours. Vous y allez souvent? Oui, j'habite là-bas. Très bien. Dommage. Vous y retournez tous les week-ends? Non. Voilà. Vous y vivez le week-end à Auch? Non. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie parce qu'il n'y a plus de transport, il n'y a plus d'accessibilité, il n'y a pas de pôle étudiant, il n'y a pas d'entreprise. C'est tout ce qui fait à un moment donné la désertification d'un territoire. À part le Darol, bien évidemment. Bon, troisième question, doit-on mener une politique de réintroduction de l'ours dans les Pyrénées? Avant de réintroduire l'ours dans les Pyrénées, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi et avec qui. L'ours des Pyrénées existe. Il existe dans les Pyrénées espagnoles. Nous avons aujourd'hui plus de 200 ours espagnols qui gambadent allègrement dans le massif pyrénéen de l'autre côté de la frontière. En revanche, en France, nous n'avons plus d'ours. Donc un programme de la communauté européenne a insisté sur la réimplantation de l'ours dans les Pyrénées, en partenariat d'ailleurs avec la Fondation Artus et des élus locaux. Donc nous sommes allés capturer des ours en Slovénie. On a pris des femelles en pleine gestation. On les a réintroduites dans la vallée pyrénéenne en attendant qu'elles puissent avoir leurs petits oursons qui naissent dans les Pyrénées. Il existait d'autres choix possibles. On aurait pu prendre l'ours des Carpates, dont l'altitude de vie était plus comparable à celle de l'ours des Pyrénées que l'ours slovène. Bon, on a fait le choix de l'ours slovène, bon, pourquoi pas. Au détriment de l'ours pyrénéen, pourquoi pas là non plus. Les Espagnols n'ont pas voulu, dans un programme de coopération avec la France, procéder à la réintroduction de l'ours endémique de l'autre côté de la frontière. Au-delà de ça, se pose la question de la cohabitation de deux espèces humaines. Enfin, de deux espèces. L'homme d'un côté, l'ours de l'autre. L'on s'aperçoit que l'ours slovène, quand il est implanté dans les Pyrénées, son territoire est 5 fois inférieur à celui qu'il a dans son milieu d'origine. Donc c'est un problème de coexistence de l'homme et de l'ours. L'homme français, le montagnard pyrénéen, est monté trop haut dans la montagne et a pris petit à petit la place de l'ours. Enfin, un autre point qui m'a particulièrement intéressé est celui de savoir pourquoi ces ours descendaient si bas dans la vallée et se perdaient quelque part. Après la cohabitation entre l'ours et les bergers, puisque nous avons fait un petit blog qui s'appelle L'ours et le berger, on a essayé d'expliquer que le problème de la cohabitation entre l'ours et les moutons n'en est pas vraiment un. On sait que seul 8% du troupeau peut être décimé par l'ours. Bon. Toutes ces questions pour vous dire qu'à un moment donné, il n'y a pas d'absolue vérité entre pour ou contre la réintroduction de l'ours. Il y a une étude qui doit être faite. Il est peut-être temps, par rapport à ces réimplantations qui ont eu lieu, de poser le crayon, faire un bilan d'étape avec les habitants, avec les élus locaux, de regarder comment cette espèce s'est acclimatée dans nos Pyrénées avant d'aller plus avant dans ce programme européen de réintroduction de l'ours. Ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'on commence déjà à parler de la réintroduction de l'ours dans le Béarn. L'ours pyrénéen existe dans le Béarn.
Donc on est en train de prévoir le déclin ou la disparition de l'ours pyrénéen et de parler de la réintroduction de l'ours slovène dans le Béarn. Est-ce qu'il serait peut-être pas plus utile de travailler un plan de sauvegarde des espèces endémiques? Alors vous proposez dans votre programme notamment le référendum qui n'est pas utilisé par Martin Malvy depuis déjà 12 ans. Est-ce Oui. que justement sur ce sujet il ne pourrait pas y avoir référendum? Sur les grands sujets, sur les grands débats de société au niveau de notre région, je crois qu'on a tout intérêt à utiliser la voie directe quand on n'a pas d'avis tranché sur une question. Je l'ai pour ma part déjà fait sur ma commune. J'ai été l'un des rares maires de Midi-Pyrénées à avoir instauré un référendum local. C'était sur la question des transports en commun. Alors, vu que vous l'avez fait, peut-être qu'on va pouvoir parler concrètement. Un référendum, ça coûte beaucoup d'argent? Ça coûte pas plus d'argent que cela, mais ça rapporte beaucoup en termes d'implication de la population dans des projets publics. Voilà. Bon, on va parler un petit peu de votre profession de foi maintenant, on y arrive quand même. On va commencer par le slogan « Midi-Pyrénées en action ». Oui, Ça veut dire que Midi-Pyrénées s'est endormi? oui, oui, tout simplement. Vous voulez que je commente un petit peu plus peut-être? Oui, peut-être. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant cette synergie nécessaire pour une région. Dans le cadre de ce que doit être une région, nous avons vocation à aller de l'avant, à anticiper tous les mouvements, y compris les mouvements de société. Par rapport aux sociétés qui naissent, qui se développent et qui meurent, il est important pour nous, en Midi-Pyrénées, d'avoir cette volonté de pouvoir réimplanter un tissu économique important qui fait que notre région sera une région gagnante. Ce sera une région qui pourra être celui où l'on décidera de la géolocalisation au niveau des satellites. C'est une région où l'on pourra gagner en développement industriel, une région où on pourra gagner en développement d'industries issues de la recherche scientifique et une région de plein emploi. On est l'une des régions de France où l'emploi salarié est le plus maltraité. On a seulement 85% des salariés qui trouvent un emploi en Midi-Pyrénées. Et parmi ces 85%, nous sommes la région de France où l'emploi précaire est le plus développé. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nos politiques économiques n'ont pas donné une réponse satisfaisante en termes d'emploi à celles et ceux qui en avaient le plus besoin. C'est ce en quoi l'action est plus que jamais importante. Alors quand on met en place une profession de foi comme ça, un projet comme le vôtre, je suppose qu'on tient compte des idées de tout le monde, mais aussi on fait la critique de son prédécesseur. Alors s'il y avait des grosses critiques à faire sur Martin Malvy, vous diriez quoi? Manque d'anticipation, politique de suivisme. On suit le mouvement, on ne le précède pas. Et puis on sort parfois des solutions miracles sans pour autant s'être penché sur la question de savoir si elles étaient réalisables. Un exemple, j'ai pris ce matin le TER pour venir à Toulouse. Je vais vous en parler. Donc j'ai fait vie ma vie dans le TER, comme tous les Midi-Pyrénéens qui viennent étudier ou travailler à Toulouse en partant de Pamiers. Bon. La desserte cadencée, c'est une très bonne chose, c'est ce qu'a fait la région. Là, je vois un président de région qui nous propose la gratuité des transports. Elle existe déjà pour les demandeurs d'emploi, mais le ticket à 1 euro pour les étudiants ou pour les travailleurs. 2 euros. Le problème, ce n'est pas celui de la gratuité ou de l'accessibilité. Le problème, c'est celui de la quantification des moyens. Est-ce que demain, si la région fait un tarif à 1 ou 2 euros, sera-t-elle en mesure de mettre le nombre de motrices nécessaires pour que tous les Midi-Pyrénéens qui prennent les TER puissent trouver une place à l'intérieur de ces TER? Pour information, ce matin, à partir d'Haute-Rive, la moitié des passagers étaient debout dans le TER. Pour ceux qui ont pu monter. Ça, c'est la réalité du terrain. Ce n'est pas celle du bureau, des techniciens de l'hôtel de région. On sort, on va au concret, on voit ce qui se passe. Alors qu'est-ce que vous en avez conclu finalement? C'est qu'on ne peut pas réellement baisser le tarif des transports? J'en ai conclu que d'abord, il fallait une offre satisfaisante en matière de transports express régionaux. J'en ai conclu que quand on a une rame qui part à 6h10 de Pamiers et qu'elle est à moitié pleine, ça sert peut-être à rien de mettre 4 compartiments. J'en ai conclu en revanche qu'à l'heure de pointe, quand on a toujours les mêmes 4 compartiments, là on est en sous-capacité d'accueil. Donc adapter à un moment donné l'offre régionale à la demande. Ça c'est quelque chose de primordial. C'est valable dans le domaine des transports, c'est valable dans le domaine de la culture, c'est valable dans le domaine des entreprises. On peut multiplier les exemples.
Alors sur votre site internet, vous proposez de voter pour les 3 axes de campagne qui intéressent le plus les internautes. Oui. C'est une forme de démocratie participative finalement? C'est une sorte de quiz. C'est pour nous l'idée de savoir quels sont les thèmes sur lesquels les Midi-Pyrénéens ont le plus de demandes. Voilà. C'est un site qui permet de faire cela et ça nous renseigne également sur la priorisation des préoccupations de nos habitants de la région. Bon, vous savez où on en est? Parce que je peux vous le dire, hein, si alors, vous préférez que je vous le dise. J'ai le passe transport en principe. Ouais. J'ai le guichet PMI-PME en principe. Et le 3e a peut-être changé, donc vous allez me le donner. Alors défendre et accompagner la nouvelle agriculture, les circuits courts, oui. Le bio, les labels régionaux. Et après, sinon, c'est soutenir le développement et la création des TPE, PME, oui. Leur réserver, marchés publics régionaux. Vous attendiez à ces réponses? Je ne m'attendais pas forcément, donc c'est très instructif aussi de donner la parole aux internautes. Vous voyez que les internautes qui sont férus de nouvelles technologies sont aussi férus d'une agriculture de qualité pour Midi-Pyrénées. Un autre exemple d'absurdité dans le programme de notre président de région préféré, les filières bio. J'ai vu dans le programme de notre actuel président qu'il souhaite instaurer les repas bio dans les lycées. C'est bon sang bien sûr, cher Martin, mais où est-ce que vous allez trouver le bio? C'est bien beau, mais le bio, ça ne se décrète pas à un moment donné sur le papier. Ça se prépare et ça s'accompagne, les filières bio. Depuis le mois dernier, je vous apprends que nous ne sommes plus la première région de France en termes de production bio. Nous avons été supplantés par Poitou-Charentes. Et en termes de pourcentage, on ne l'était déjà plus depuis Et on ne l'était déjà plus depuis très longtemps. Donc à un moment donné, promouvoir la filière bio, c'est aussi promouvoir peut-être l'aide et l'accompagnement des agriculteurs. Moi je veux bien évidemment promouvoir cette agriculture de qualité, mais ça s'accompagne. Entre le moment où on donnera à manger bio dans l'assiette de nos enfants et le moment où on aura les capacités de production nécessaires en Midi-Pyrénées, il sera passé quand même un certain temps. Bon, alors vous parliez d'argent, ça coûte cher ça aussi? Oui, ça coûte. Alors sur quoi on prend le budget pour aller le ramener sur le bio? Ça coûte pas forcément plus cher qu'autre chose le bio. Ça ne coûte pas plus cher puisque à un moment donné, l'argent que l'on met dans l'achat des produits, c'est de l'argent que l'on mettra en moins par rapport à un système d'indemnisation ou de précarité des exploitants agricoles. C'est de l'argent qu'on mettra en moins pour avoir à, on va dire, payer la facture sociale de toutes les fermetures des petites exploitations rurales et agricoles en Midi-Pyrénées. Alors où est le problème? Parce que quand on va au supermarché, comme tout citoyen, on se retrouve au supermarché, on va dans le rayon X ou Y, on va dans le rayon bio, c'est 3 fois plus cher. Alors quelle est vraiment la différence si c'est pas plus cher à la base? Vous parlez de supermarché. C'est peut-être aussi qu'il faut changer de mode de consommation en Midi-Pyrénées. Une étude récente montre que la fréquentation des supermarchés en Midi-Pyrénées a baissé. J'ai sur mon territoire communal 3 marchés de plein vent, le mardi, le vendredi et le samedi. La consommation de proximité, c'est quelque chose qui revient très fort aujourd'hui dans les modes de consommation. C'est ce qui permet d'avoir des produits de qualité avec des tarifs abordables et une marge surtout qui est scindée entre 2 acteurs. Le producteur d'un côté, le consommateur de l'autre. Vous savez qu'aujourd'hui, la pomme que vous retrouvez à 2 € sur l'étal du supermarché, elle est vendue à grande distribution, 0,15 centimes d'euros le kilo. Où sont passées les marges? Certainement pas dans la poche du producteur et certainement pas dans la poche du consommateur. Et est-ce qu'aujourd'hui, un agriculteur peut réellement vivre d'un circuit court? Ou est-ce que finalement, la grande distribution, ça leur permet aussi d'arriver à vivre? Alors je vais vous donner un exemple, c'est celui d'une coopérative de producteurs éleveurs, bovins. Ça se passe en Aveyron. Ça s'appelle la coopérative Unicor. Ça regroupe pas moins de 6000 producteurs indépendants. Jusqu'à maintenant, ces producteurs indépendants avaient un référencement dans une chaîne de supermarchés, que je ne citerai pas. Ils en ont eu un petit peu marre de voir leurs produits sans cesse dévalorisés, sans cesse vendus à la baisse. Ils ont créé une chaîne de distribution de produits en circuit court. Aujourd'hui, les Aveyronnais achètent leur viande directement à cette coopérative à un tarif beaucoup plus attractif que celui du supermarché et avec une qualité de produit bien meilleure puisque directe.
Alors ce sont des circuits qu'on doit développer au niveau régional ou là par contre il faut aller voir un petit peu plus loin peut-être? Bien sûr qu'il faut les développer au niveau régional et bien sûr que la région a à intervenir dans cette sphère de compétences. Alors ça inévitablement. Ça c'est pour les agriculteurs ou en tout cas voilà, les agriculteurs qui sont pour l'instant implantés. Pour les jeunes, vous comptez faire quoi? Parce que là aussi il y a un gros problème, c'est les jeunes qui veulent s'installer. Alors, les jeunes en règle générale ou les jeunes agriculteurs en particulier? Les jeunes agriculteurs en particulier, sur l'agriculture. Les jeunes agriculteurs qui veulent s'implanter, ils sont confrontés à une problématique. C'est celle de l'investissement du matériel. C'est celle de l'acquisition de terres ou des fermages. Il faut savoir que dans les 5 années qui arrivent, c'est pas moins d'un tiers des exploitants agricoles qui vont prendre leur retraite. Nous étions mardi dernier à l'assemblée annuelle de la Confédération des jeunes agriculteurs, quelque part à côté de Revel, Sainte-Julia de Gracapou pour être tout à fait précis, et cette problématique-là est particulièrement mise en avant. Mais on ne trouve pas de jeunes personnes pour reprendre les exploitations agricoles. La transmission est très difficile aujourd'hui entre les parents et les enfants, puisque les enfants ne vont pas forcément récupérer le même métier que celui de leurs parents, et les jeunes qui, eux, veulent s'implanter dans l'agriculture sont confrontés à cette problématique d'acquisition de matériel. Donc la région, à mon sens, a vocation à aider à accompagner cette création d'exploitation, cette reprise d'exploitation agricole. Il y a aussi une peur, notamment la PAC qui va être renégociée. Justement, ça fait partie aussi de votre programme, oui. C'est être implanté à Bruxelles. Alors, implanté à Bruxelles, oui, certainement. Nous le sommes à travers nos députés européens, déjà. Nous tirons la sonnette d'alarme par rapport à la politique agricole commune et à la fin des quotas. Je vous donne un exemple simple, le quota laitier. En 2015, c'est-à-dire après-demain, les quotas laitiers disparaissent. Les producteurs pourront donc faire autant de lait qu'ils le souhaitent. Par rapport à cette problématique, les grandes exploitations agricoles, laitières, pourront fournir plus de lait. L'industrie alimentaire achètera aux grosses coopératives laitières. Elles se situent où, les grosses coopératives laitières? Elles se situent certainement en Midi-Pyrénées. Donc ça va causer inévitablement la diminution de nos exploitations agricoles tournées vers la production laitière. Mais de là, ça va également induire des problématiques par rapport à nos fromages locaux, par rapport à la qualité de nos produits, etc., etc. Donc on a tout intérêt à un moment donné à aider, à accompagner ces exploitations agricoles à taille humaine qui font de la qualité et qui nous permettent à nous, Midi-Pyrénéens, d'avoir des produits locaux et de qualité. Alors il y a un grand débat ici en Midi-Pyrénées. Est-ce que réellement l'emploi, c'est de la compétence de la région? Martin Malvy dit non. Visiblement de l'autre côté, que ce soit Gérard Onesta ou Brigitte Barré disent oui. Vous avez quelle opinion là-dessus? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? L'emploi n'est pas de la compétence de la région. C'est une certitude. Le développement économique est une compétence de la région. Donc, à travers l'échec de l'emploi en Midi-Pyrénées, on a un échec des politiques de la région en matière de développement économique. C'est toujours très facile de dire que ce n'est pas nous qui sommes responsables, ce n'est pas nous qui sommes compétents. À partir du moment où on arrive à développer un secteur suffisamment important d'entreprises, on a les emplois derrière. Et la compétence du développement des entreprises, c'est la région. Donc le gros échec des politiques régionales, c'est celui de l'emploi à travers le manque de dynamisme au niveau des entreprises. Alors l'emploi aujourd'hui, il faut le sauvegarder où? C'est-à-dire il faut aller sauvegarder plutôt du côté de l'aéronautique, du côté d'Airbus, les sous-traitants d'Airbus, il faut aller chercher, comme on le disait, au niveau des agriculteurs, ou plutôt des petites PME, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut aider qui, comment et grâce à quoi? Il faut aider tout le monde, il faut anticiper. Je vous parlais tout à l'heure de l'absence d'anticipation du président de région sur les mutations économiques. On sait qu'Airbus, malheureusement ou heureusement, est un secteur qui tire Midi-Pyrénées vers le haut, mais c'est le seul secteur qui nous tire vers le haut comme ça, à ce point. Le jour où Airbus se casse la gueule, c'est 50 000 personnes qui sont sinistrées. Il faut en avoir conscience. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas miser sur Airbus, mais ça veut dire qu'à côté d'Airbus, il faut miser sur autre chose. Bon. Le seul qui l'a compris à l'époque, c'est
Douste Blazy, qui a utilisé le site, ancien site AZF, pour y implanter un pôle de recherche sur le cancer, cancéropole. C'est le seul qui s'est dit, bon, à un moment donné, il faut diversifier l'économie régionale. Bon. Le président Malvy ne fait que suivre le mouvement qui a été impulsé par d'autres. Pas source de proposition. Au niveau de l'économie régionale, il y a aussi tout ce qui est, on met entre guillemets, mais l'écologie, le photovoltaïque, tout ça. Ça, vous en parlez aussi hein, dans votre, oui, dans on en votre parle. programme. Il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle là-dessus. On a une région qui veut promouvoir les énergies renouvelables, mais on a une région qui n'est pas fichue de se tourner vers les métiers des énergies renouvelables. C'est bien beau d'avoir l'envie de mettre des panneaux photovoltaïques aux quatre coins de l'hôtel de région. Encore faut-il les hommes et les femmes qui sont les artisans de ces métiers-là. Or, je n'ai pas vu de centre de formation d'apprentissage promu par la région, tourné vers les métiers des énergies renouvelables. Vous voulez mettre en place des agences régionales de l'environnement? Oui, aussi, oui. Alors, voilà, ça servira à quoi, finalement, ces agences? Donc, une par département. Agence régionale de l'environnement, ben, ça regrouperait toutes les thématiques et toutes les problématiques liées à l'environnement, ni plus ni moins. Oui, non, mais faire des agences, c'est bien beau, mais à l'intérieur, on y fait quoi? Alors, on parle économie d'énergie, on parle isolation, on parle transport, on parle bilan carbone, on parle de tout ça dans une agence régionale de l'énergie, agence régionale de l'environnement. Ouais. Excusez-moi, parce qu'on a aussi une agence régionale de l'énergie. Et on parle surtout de conseils aux particuliers. Voilà. Les agences locales sont aussi là pour ça. D'accord, donc aujourd'hui il y a quand même deux voies, c'est le particulier en même temps que le professionnel, disons. Le particulier, le professionnel et l'institutionnel. Bon nombre de mairies, bon nombre de collectivités locales sont aussi demandeuses de renseignements en matière d'environnement et d'énergie. Bon, mais qui dit environnement dit aussi transport. Oui. Au niveau des transports, rail, bitume, les deux, la LGV, vous êtes plutôt pour? Je suis pour la construction de ce réseau ferroviaire à grande vitesse. En revanche, ce que je déplore, c'est que ces politiques d'État soient payées par les collectivités locales. Je suis pour ma part maire d'une commune qui va verser indirectement 4 millions d'euros pour construire un réseau ferroviaire d'État, et en plus un réseau ferroviaire d'État non pas réservé aux seuls services publics, mais un réseau ferroviaire d'État ouvert à la concurrence d'entreprises privées, venant même parfois d'un autre pays de la communauté européenne. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas trop. Pourquoi l'État trouve 35 milliards d'euros pour faire le plan du Grand Paris et n'est pas capable de couvrir l'intégralité de son territoire en LGV? C'est quelque chose qui m'interpelle. Donc oui, pour la LGV, incontestablement. Une LGV qui irait jusqu'à Barcelone? Oui, incontestablement aussi. Il faut voir de l'autre côté des Pyrénées. Bon, après, pour le désenclavement du territoire, c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, plutôt rail, plutôt bitume, plutôt les deux? Alors, rail, bitume, et j'ai aussi envie de vous dire, pourquoi pas des modes doux de déplacement, vélo ou piétonisation. Oui, enfin pour aller jusqu'à Auch. Non, mais complémentarité, oui. Voilà, c'est plus pour désenclaver, je voulais dire, hein, pour désenclaver un petit peu voilà, le département. Alors, liaison routière, bien évidemment, liaison routière interdépartementale sans forcément passer par Toulouse. Le schéma de développement en étoile où tout le monde converge vers Toulouse, il va peut-être falloir rompre avec cela. Investissement également sur le ferroviaire. Pour avoir des dessertes cadencées, il faut investir et réinvestir sur le plan rail. Le ferroutage, ce genre de choses? Oui, aussi. D'ailleurs, à ce sujet, la fermeture de la plateforme de fret de Saint-Jory est un des sujets d'actualité pour le monde des cheminots. Alors, je vais revenir sur un des sujets, à mon avis, qui est un des plus intéressants dans votre programme, c'est celui des jeunes. Vous mettez énormément en avant les jeunes, notamment vous parlez d'un permis de conduire, il faut que tous les jeunes aient le permis de conduire. Alors ça aussi c'est pour aller vers l'emploi, je suppose? Oui. Après vous avez aussi des loyers réduits, donc ça c'est un petit peu tout le monde qui en parle, ou une garantie de stage pour tous. Oui. Alors ça c'est la grande nouveauté finalement. À partir de quand? Est-ce que c'est plutôt au lycée? Est-ce que c'est plutôt à partir de l'université? Alors, je vais revenir, si vous voulez bien, sur ces trois mesures, qui ne sont pas les seules, parce que je crois que c'est les principales, mais ça fait partie d'un tout. La politique jeunesse, aujourd'hui, c'est quelque chose d'indispensable. Une société qui tourne le dos à sa jeunesse, c'est une société qui meurt. Notre société, aujourd'hui, ne fait pas suffisamment de place à sa jeunesse. Et d'ailleurs, sa jeunesse le lui rend bien, elle ne va pas voter aux 2 tiers aux élections.
Donc la boucle est bouclée. Fermez le banc. Par rapport à cela, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un jeune a des difficultés à trouver un travail? Parce que nous, à la région, ce qui nous intéressera, c'est de travailler là-dessus. C'est trouver tous les univers de possible pour qu'un jeune trouve un emploi. Premier débarrage, c'est le permis de conduire. On n'a pas une région qui est équipée en transport en commun aux quatre coins de ces 8 départements. Donc à un moment donné, il faut un autre mode de déplacement. Notre mode de déplacement, c'est la voiture, en covoiturage ou en individuel. Donc le permis de conduire. Avant, les jeunes gens, les jeunes hommes du moins, quand ils ne pouvaient pas se payer le permis de conduire, quand leurs parents ne pouvaient pas le leur payer, il existait l'armée. Donc durant le service militaire, le jeune passait son permis de conduire et il pouvait, avec celui-ci, trouver un emploi. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous, ce que nous proposons, c'est qu'à l'intérieur des lycées, en partenariat avec les professionnels de la conduite, l'on mette en place de l'accessibilité aux jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans dans l'année, à des stages de conduite et au passage du permis de conduire directement dans l'enceinte des lycées. Voilà. Premier point. Les logements étudiants. Les logements étudiants, la région Midi-Pyrénées, c'est la région qui compte le plus d'étudiants, hors Île-de-France. C'est la région qui compte le plus d'étudiants dans la France entière. Mais c'est aussi l'une des régions qui a le moins construit de logements étudiants. Moins de 2000 logements étudiants construits en 12 ans. Ça m'interpelle. Ça nous interpelle. Vous avez été étudiant il n'y a pas si longtemps que cela. Je l'ai été il y a peut-être un petit peu plus longtemps. La problématique du logement liée à celle du transport en Midi-Pyrénées fait que là aussi nous avons une rupture d'égalité de chance pour l'ensemble des jeunes Midi-Pyrénéens. Logement adapté bien évidemment aux moyens de chacun. Et lorsque l'on sait qu'un jeune étudiant a moins de revenus qu'un demandeur d'emploi, ça peut laisser à un moment donné très interrogatif, très dubitatif sur l'intention des politiques de vouloir agir pour les jeunes. Bon, et très rapidement pour les stages. Très rapidement pour les stages, soit c'est simple, soit vous avez des parents, des amis ou un réseau qui vous permet de trouver un stage, soit vous ne l'avez pas. Un président de région, une région Midi-Pyrénées, elle a le listing de toutes les entreprises de la région. Donc elle est en mesure de mettre en place une banque de données avec l'ensemble des stages disponibles dans les entreprises et de la proposer à l'ensemble des jeunes qui sont scolarisés dans la région, dans les lycées, dans les universités ou dans les centres d'apprentissage. C'est une mesure toute bête, mais d'une efficacité redoutable et surtout qui permettra à chacun d'avoir sa chance à égalité. Alors il y aurait encore énormément de choses à dire, mais malheureusement il va falloir bientôt se quitter. On va passer à la dernière partie de l'émission. Dans 15 jours, vous allez vous présenter donc devant les électeurs. J'ai apparenté ça un petit peu à un entretien d'embauche géant devant ces mêmes électeurs. Alors moi je vais vous faire moi-même un petit entretien d'embauche. Est-ce que vous pouvez me donner 3 de vos qualités et 3 de vos défauts? Alors désolé, je ne suis pas sapé pour un entretien d'embauche, mais je vais quand même essayer d'y répondre. 3 qualités, 3 défauts. Qualité, on va commencer par l'honnêteté, l'intégrité, l'obstination. Pour moi, c'est une qualité. Les défauts? Toujours plus dur, les défauts. Au défaut, un petit peu bourrique. C'est toujours très difficile. La plupart du temps, on me dit le revers des qualités. Ouais. Ça marche? L'obstination, ça peut être un défaut aussi. Parfois, c'est une qualité, mais ça peut être un défaut. Troisième défaut. Allez, on va dire qu'avec 2, ça suffira. Quelle est votre principale réussite? La cohésion sociale sur mon territoire communal. Votre principal échec? Il sera peut-être à venir. C'est quoi réussir pour vous? Convaincre sur ses idées. Qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs? Vous faites du sport? Des loisirs, j'en ai pas. Du sport, un petit peu. De la natation essentiellement. Quelles sont vos passions? L'être humain. Dans toute sa complexité, dans toute ses diversités. Si vous arrivez à la région, est-ce que vous revaloriserez votre salaire? Non, au contraire, je le diviserai par 2. Vous pensez pouvoir apporter quoi à ce poste? Un autre regard, une fraîcheur, et puis surtout de la contradiction. Parce que quand on a une assemblée régionale qui tourne autour d'une seule couleur, quand on a un département qui tourne autour d'une seule couleur, quand on a une capitale régionale qui tourne autour d'une seule couleur, quand on pense tous la même chose, c'est qu'on pense plus rien. C'est ce que disait Bayrou à l'époque.
L'idée, c'est peut-être d'apporter la contradiction, faire redescendre nos élus socialistes un peu les deux pieds sur terre en disant regardez ce qui se passe. Il y a des gens qui ne pensent pas pareil que vous, il faut peut-être aussi les écouter. Si vous êtes élu, vous organiserez les Jeux Olympiques en 2020 ? Les Jeux Olympiques en 2020, je les co-organiserai avec mes voisins présidents de région d'Aquitaine et de Languedoc-Roussillon. Voilà. Qu'est-ce que vous ferez si vous n'êtes pas élu ? Alors, qu'est-ce que je ferai si je ne suis pas élu ? Je regarderai dans quelle mesure celles et ceux qui ont été élus tiennent les engagements qu'ils ont faits. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Je remercie aussi toute l'équipe de Toulouse Info pour m'avoir aidé à préparer cette émission et à toute l'équipe de Média Broadcast Technologies pour tout ce qui est réalisation et notamment à Marc Russello. Bonne soirée devant les programmes de Toulouse Info.